Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un dossier qui a bouleversé l'opinion publique aux États-Unis et qui continue d'effrayer tous ceux et toutes celles qui s'y intéressent. Une affaire survenue à Bangor, dans l'État du Maine, le 17 mars 2021, où une famille entière est soupçonnée d'avoir méthodiquement élevé ses propres enfants pour qu'ils deviennent des meurtriers en série. Avant de commencer, je vous invite à soutenir mon travail en laissant un like et en vous abonnant. Cela m'encourage énormément. L'affaire qui va nous occuper aujourd'hui a connu un retentissement sans précédent dans la région de Bangor. À première vue, tout semblait parfaitement banal. Un quartier résidentiel classique, des voisins qui se saluent poliment, des familles faisant leurs courses dans les mêmes supermarchés. Pourtant, derrière la porte d'un pavillon anodin, quelque chose d'absolument terrifiant se tramait. Les Holloway, une famille apparemment discrète et peu expansive, n'avaient jamais fait l'objet de débats houleux ou de ragots insistants dans le voisinage. Ethan Holloway, âgé de 48 ans, enseignait les mathématiques dans un lycée local. C'était un homme grand, mince, reconnaissable à ses pommettes saillantes et à ses cheveux noirs épais, coiffés bien souvent de la même manière. Il affichait en permanence une expression réservée, presque hermétique, derrière laquelle il était difficile de deviner la moindre émotion. Son épouse, Karen, âgée de 46 ans, était une femme de petite stature, les cheveux blonds et très longs, le visage assez anguleux, et des yeux d'un bleu perçant. Sa réputation était celle d'une personne stricte, rigide dans ses principes, donnant peu de place à la fantaisie. Elle exerçait comme comptable dans une entreprise de la région. Tous deux étaient donc considérés comme des parents exigeants, mais pas de quoi susciter un émoi particulier. Ils avaient 2 enfants, Lucas, 19 ans, et Eva, 17 ans. Lucas avait la réputation d'un garçon intelligent et discret. Doté d'un physique athlétique et de cheveux foncés coupés très courts, il s'était fait remarquer par ses professeurs pour ses résultats scolaires excellents, avant d'entamer de brèves études de droit. Les gens du quartier l'apercevaient parfois faire son jogging ou lire des ouvrages juridiques sur la terrasse. Ava, de son côté, était davantage solitaire. Frêle, la peau pâle, les cheveux rouges vifs, elle fuyait les contacts prolongés et semblait toujours absorbée dans ses pensées. À l'école, quand elle y était encore, certains la décrivaient comme étrange ou manipulatrice. Son visage, malgré une apparente douceur, laissait parfois transparaître une forme de froideur qui déstabilisait celles et ceux qui osaient l'aborder. Une rumeur courait qu'elle s'amusait à créer des tensions entre ses camarades pour observer leurs réactions et analyser leur comportement. On ne savait pas si cela relevait de potins de cours de récréation ou d'un trait de caractère réel. Toujours est-il que cette famille n'avait pas l'air particulièrement chaleureuse ou exubérante. Les Holloway menaient une vie plutôt retirée. Ils ne participaient pas vraiment à la vie de la communauté, ne se rendaient pas au barbecue de voisinage, ne donnaient pas l'impression de chercher à socialiser. Pour certains, ils incarnaient simplement l'exemple typique du foyer à l'américaine. Le père s'occupait de ses cours, la mère faisait les comptes et les enfants étudiaient de leur côté. Or, il est apparu après coup que cette routine n'était qu'une façade soigneusement entretenue. L'enquête a démontré que, derrière ces murs, Ethan et Karen dirigeaient une forme d'expérimentation psychologique glauque, un conditionnement familial poussé à l'extrême, afin de transformer Lucas et Ava en assassins hors pair, formés pour échapper à toute détection et pour perpétrer leur meurtre avec sang-froid et détermination. Pour comprendre comment cette affaire a été mise au jour, il faut d'abord savoir qu'une série de disparitions avait secoué la région de Bangor dès la fin de l'année 2020. Des plaintes éparses
signalaient la disparition de personnes sans lien, apparents les unes avec les autres. Un technicien en informatique, une serveuse d'un dîner voisin, un retraité qu'on apercevait d'ordinaire chaque matin en train de lire le journal sur son perron, une jeune femme encore étudiante, un chauffeur routier, un agent d'entretien et enfin un lycéen. Les habitants étaient de plus en plus inquiets, mais la police ne voyait pas dans ces cas un schéma unique. Les situations étaient trop diverses. Certains dossiers étaient traités comme des fugues, d'autres comme des disparitions inquiétantes. Puis, après quelques semaines, des découvertes macabres ont commencé. Des corps mutilés ou étranglés, parfois dissimulés à la hâte, sont apparus dans des zones boisées alentour. À chaque fois, aucune trace de lutte ni indice permettant d'identifier un suspect précis ne se présentait. Les enquêteurs ne parvenaient pas à relier ces victimes entre elles et piétinaient. Jusqu'à ce qu'un membre du service forestier, lors d'une inspection de routine, tombe sur des fragments d'effets personnels et prévienne les forces de l'ordre. Le premier corps, retrouvé en bordure d'un sentier de randonnée, appartenait à une personne considérée jusque-là comme portée disparue. Cette victime, un jeune homme réputé pour son caractère sociable et aimable, n'avait d'ennemi déclaré nulle part. Sur sa veste, on trouva un élément troublant, un résidu similaire à un produit de nettoyage industriel qui n'avait rien à faire dans la nature. La découverte n'était pas en soi décisive, mais quelques témoins affirmaient avoir aperçu un individu avec une silhouette athlétique rôder dans la zone à l'heure présumée de la mort. Impossible, cependant, d'obtenir un portrait robot fiable, car la luminosité était faible. Peu après, le reste des corps disparus fut retrouvé, disséminés aux abords de la ville ou dans des fourrés isolés. Toujours la même absence de pistes concrètes. Pas de caméras de sécurité, pas de témoins directs, pas de profil commun de victimes, en dehors du fait qu'il n'y avait aucun lien apparent entre elles. Les enquêteurs du service de police local furent rapidement débordés par l'ampleur de l'affaire. L'implication d'équipes spécialisées fut demandée, notamment une unité de la police d'État. Parmi les principaux détectives dépêchés sur place se trouvait un inspecteur chevronné, un homme d'âge mûr, taiseux, connu pour son approche méthodique et sa propension à analyser froidement chaque détail d'une scène de crime. À ses côtés, on trouvait une inspectrice plus jeune, réputée pour sa ténacité, son empathie envers les familles de victimes et sa capacité à mener des interrogatoires psychologiquement exigeants. Leur duo, bien qu'atypique, fonctionnait particulièrement bien. L'un favorisait une analyse logique, l'autre savait décrypter l'humain. Très vite, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une personne isolée qui tuait au hasard, mais peut-être d'une collaboration, ou alors d'un tueur particulièrement prudent, évoluant selon un mode opératoire modulable. L'examen médico-légal montra des similitudes. Plusieurs victimes présentaient des marques de strangulation manuelle, d'autres avaient été poignardées d'une manière chirurgicale, ce qui laissait penser que le S, coupable S, avait des notions poussées d'anatomie ou, à minima, était formé pour réduire au plus vite la résistance des victimes. De plus, on retrouvait parfois sur certains cadavres des indices suggérant une mise en scène fragmentaire ou une tentative de dissimulation. L'ensemble donnait aux enquêteurs le sentiment de faire face à un tueur ou un groupe de tueurs particulièrement organisé. Un détail retint particulièrement l'attention d'un expert en criminologie. Certaines des victimes semblaient avoir été approchées par une méthode de manipulation psychologique, comme si on avait su gagner leur confiance l'espace d'un moment pour ensuite frapper de manière totalement inattendue. Les médias locaux commencèrent à parler de Bangor comme d'une ville hantée par un tueur fantôme, ce qui augmenta la pression sur les forces de l'ordre. Les familles des personnes disparues faisaient bloc, exigeant des réponses,
suppliant pour que l'on retrouve au moins un suspect. C'est alors que survint un premier événement décisif. Un voisin proche de la zone où fut découvert l'un des corps rapporta avoir vu, à travers ses jumelles, il aimait observer les oiseaux dans son jardin, un véhicule gris s'arrêter brièvement, en pleine nuit, non loin de son domicile, puis redémarrer précipitamment. Incapable de discerner la plaque d'immatriculation, la personne fournit cependant une description sommaire du conducteur. Silhouette fine, bras plutôt musclés, vêtements sombres à capuche. L'inspectrice considéra alors la possibilité que ce véhicule soit lié au dépôt du corps. D'autres témoins, interrogés dans le même secteur, mentionnèrent un véhicule semblable, roulant parfois à faible allure. Cependant, rien ne prouvait encore que ce soit ce mystérieux conducteur qui ait commis les meurtres. Les semaines passèrent, et l'enquête piétinait, jusqu'au jour où un contrôle routier banal, mené par une patrouille de la police, tourna à l'étrange. Un jeune homme au comportement nerveux fut arrêté alors qu'il roulait de nuit et n'avait pas respecté un stop. Interrogé, ce conducteur anonyme transpirait l'angoisse, jetant des regards frénétiques autour de lui. L'officier qui l'avait interpellé remarqua sur la banquette arrière du véhicule un grand sac plastique contenant ce qui semblait être de la terre, des gants et divers produits de nettoyage chimique. Sur le coup, rien n'indiquait clairement un crime, mais cette scène intriguait l'officier, qui fit remonter l'information à qui de droit. Convoqué au poste, ce conducteur n'expliqua pas de façon convaincante ce qu'il comptait faire de ce matériel. Faute de preuves d'un acte illégal à proprement parler, il fut relâché. Mais son dossier fut transmis à l'équipe d'enquêteurs qui s'intéressait aux meurtres en série. L'inspectrice chevronnée se montra sceptique. Le jeune homme avait peut-être une raison valable de se balader avec tout ce matériel, mais, combiné avec le témoignage du voisin qui avait vu un véhicule rôder, cela méritait vérification. Un croisement des données fut effectué. L'officier qui avait consigné l'immatriculation du véhicule identifia l'individu comme appartenant à la même université que Lucas Holloway. Il se trouva que cette personne était un camarade de promotion de Lucas et qu'il venait de passer la soirée avec lui dans un bar avant de reprendre la route. Ceci amena à entendre ce camarade plus longuement. Il expliqua que Lucas lui avait donné ce sac, lui demandant de s'en débarrasser ou de le nettoyer sans vraiment préciser pourquoi. L'histoire sonnait faux. L'équipe d'enquête y vit un début de piste. Lucas fut donc identifié comme une personne à interroger, même si rien ne prouvait formellement sa culpabilité. Les inspecteurs décidèrent de se rendre au domicile des Holloway pour un entretien de pure forme. Une femme du quartier, qui préféra garder l'anonymat, décrivait Lucas comme un garçon gentil, plutôt taciturne mais courtois, qui faisait du sport régulièrement, donnait parfois l'impression de disparaître une fois la nuit tombée. Ce qu'il faisait alors restait obscur. Quand les deux enquêteurs frappèrent à la porte des Holloway, c'est Ethan qui les reçut. Un regard impassible sur le visage. Il les fit entrer dans le salon, large pièce impersonnelle où trônait un mobilier très ordonné, pas la moindre photo de famille exposée sur les murs, ce qui les surprit quelque peu. Karen, sèche et polie, leur proposa d'asseoir. Ava, quant à elle, demeura à distance, immobile près de l'escalier, comme pour observer les moindres faits et gestes. Lucas entra à son tour, arborant une expression indéchiffrable. Les détectives leur exposèrent brièvement la raison de leur visite. La disparition de plusieurs habitants du coin, la découverte de corps, la nécessité de recueillir des témoignages sur ce qui se passait la nuit dans le quartier. Ethan répondit calmement que la famille se couchait tôt et qu'il n'avait rien entendu d'anormal. Karen ajouta que Bangor était malheureusement en proie à beaucoup de délinquants de passage. Lucas, quant à lui, garda un silence presque complet, se contentant de secouer la tête pour marquer la négation lorsqu'on lui demanda s'il connaissait personnellement l'une des victimes. Ava se tenait toujours en retrait, le regard fixe, comme si elle tentait de lire en l'inspectrice.
les policiers prirent quelques notes et conclurent à l'entretien, jugeant qu'il n'y avait rien d'évidemment compromettant dans cette famille, si ce n'est leur froideur un peu inhabituelle. Toutefois, le souvenir de cet entretien laissa un sentiment diffus de malaise à l'équipe d'enquête. L'atmosphère dans la maison était étrangement figée. Chaque phrase prononcée par Ethan et Karen semblait calibrée, comme apprise par cœur. En parallèle, l'expert médico-légal continua de recouper les éléments trouvés sur les scènes de crime. Il examina les échantillons de terre sur les vêtements des victimes, les fibres, ainsi que la nature des blessures. Une hypothèse se développa, plusieurs modes opératoires distincts indiquaient qu'il pouvait y avoir plus d'un tueur impliqué ou que ce tueur s'adaptait au profil des victimes. Les policiers lancèrent également une étude minutieuse des déplacements géolocalisés par téléphonie mobile autour des lieux de découverte des cadavres. Une piste assez déroutante émergea. Le téléphone de Luca Holloway et celui d'Eva Holloway semblaient parfois se trouver dans des zones isolées en pleine nuit, loin du domicile familial, sans aucune explication évidente. Lorsque les enquêteurs cherchèrent à se procurer des relevés plus détaillés, ils découvrirent que, curieusement, sur certains créneaux horaires, les portables de Luca et Eva étaient éteints ou hors ligne. Ce schéma particulier, se répétant aux mêmes dates que la disparition de victimes, interpella fortement les autorités. La police obtint un mandat pour inspecter plus avant les communications de la fratrie Holloway. Plusieurs messages cryptiques apparurent, avec des références à des lieux de la région, des horaires de rendez-vous nocturnes, des indications pour éviter d'être vus. Les enquêteurs se demandèrent s'il n'existait pas un contenu encore plus incriminant dissimulé dans leurs échanges. Pendant ce temps, un nouveau détail apparut grâce à l'enquête de voisinage. Une autre habitante, vivant un peu plus loin, révéla qu'elle avait repéré, à plusieurs reprises, Luca dans la rue après minuit, accompagné d'une jeune fille aux cheveux rouges, semblant correspondre à Eva. Ce témoignage se recoupait avec la géolocalisation suspecte. Progressivement, le faisceau d'indices se resserrait autour de Luca et d'Eva, mais la raison exacte de leur implication demeurait floue. Face à ces éléments, l'équipe d'enquête demanda au procureur l'autorisation de procéder à une fouille du domicile des Holloway. Le mandat fut accordé, et un matin, plusieurs officiers se présentèrent devant la porte, accompagnés de l'inspectrice principale et de son collègue méthodique. Ethan ouvrit, impassible, et leur permit d'entrer. Karen, visiblement contrariée, suggéra d'appeler son avocat, mais ne s'opposa pas physiquement à la fouille. Lucas se trouvait à l'étage. Ava, introuvable un instant, émergea d'une chambre en jetant un regard de défi aux agents. La fouille débuta et s'avéra longue et méticuleuse. Dans un premier temps, le rez-de-chaussée ne livra rien d'incriminant. Des livres de mathématiques, des reçus de comptes, tout était en ordre. En revanche, le sous-sol attira l'attention. Une salle semblait aménagée en atelier, avec des produits chimiques, des dispositifs de nettoyage et, surtout, des classeurs contenant des documents très spéciaux. Ces documents, visiblement écrits à la main, expliquaient pas à pas comment déjouer les analyses d'ADN. Méthodes pour effacer les traces, conseils pour porter des gants adaptés, références à des produits corrosifs. On y trouvait aussi des notes sur la façon de piéger une victime par un prétexte quelconque. Les officiers, stupéfaits, saisirent immédiatement ces dossiers comme preuve potentielle. Plus troublant encore, dans une pièce adjacente, les enquêteurs mirent la main sur un journal détaillant la planification de futures agressions, avec des dates et des lieux vagues, comme si on avait repéré des cibles potentielles. Cette découverte glaça tout le monde. On se trouvait peut-être face à des meurtres sérieusement prémédités. Karen et Ethan, se tenant à côté des enquêteurs, restaient étrangement calmes. On aurait pu s'attendre à de la panique ou des protestations véhémentes, mais leur réaction fut presque clinique, comme s'ils assistaient à la découverte d'un banal dossier administratif.
Quand on fouilla plus avant à l'étage, dans la chambre de Lucas, on tomba sur un carton contenant des objets personnels de certaines victimes identifiées. Un bracelet, un porte-clés, un ticket de cinéma. Ces souvenirs, assurément macabres, ne laissaient plus place au doute. Dans la chambre d'Ava, plusieurs cahiers contenaient des analyses de situations émotionnelles, des stratégies pour déstabiliser autrui et un dessin reproduisant l'expression de visages terrorisés. Des frissons parcoururent l'équipe de perquisition. On apprit alors que Lucas et Ava, depuis leur plus jeune âge, suivaient des leçons menées par leurs parents, lesquelles les initiaient à des techniques de manipulation, de dissimulation et de violence exercées de façon méthodique. Les doutes se transformèrent en certitude. Ethan et Karen n'étaient pas seulement au courant, ils étaient sans doute les instigateurs. Les policiers mirent la famille en état d'arrestation immédiate face à ces éléments accablants. Emmenés au poste, tous 4 furent placés en garde à vue dans des cellules séparées. Lucas, après quelques heures de silence, se mit à parler, sur un ton étrangement posé. Il expliqua qu'il obéissait à un programme de formation édicté par ses parents depuis l'enfance, que tout cela faisait partie d'une expérience visant à prouver que l'esprit humain pouvait être programmé pour tuer, à condition de l'éduquer dans ce sens. Lucas décrivit une adolescence marquée par des exercices destinés à tester son sang-froid. Karen le forçait à disséquer des animaux pour qu'il s'habitue à la vue du sang et qu'il identifie les points vitaux. Ethan, de son côté, l'encourageait à chercher des failles psychologiques chez les gens, à comprendre leurs peurs pour mieux les manipuler. D'après Lucas, ces techniques avaient façonné sa personnalité de manière implacable. Il reconnut avoir participé à des enlèvements et à des meurtres récents, affirmant que sa sœur Ava était également entraînée depuis toujours. Il estimait qu'il n'avait jamais eu d'autre choix, car toute son éducation familiale était tournée vers ce seul objectif, devenir un meurtrier capable d'échapper à la justice. De son côté, Ava fut beaucoup plus évasive dans ses déclarations, mais laissa entendre qu'elle savait qu'on l'observerait, qu'on la jugerait. Alors, elle avait appris à jouer un rôle. Elle admettait, sans émotion particulière, avoir suivi les instructions familiales et tué des inconnus. Elle fit un sourire glacial en disant que, finalement, elle éprouvait un certain plaisir à manipuler la vie et la mort. Ces propos choquèrent profondément l'inspectrice en charge de l'interrogatoire. Pourtant, Ava ne chercha pas à minimiser ses actes, ni à mettre la faute sur autrui. Elle répétait, comme un refrain, qu'elle avait été conçue pour ça, que tout n'était qu'une vaste expérimentation. Les enquêteurs voulurent cerner la part de responsabilité directe des parents. Ethan et Karen, interrogés séparément, donnèrent des réponses parfois contradictoires, parfois cohérentes. Karen nia en bloc. Elle prétendit que c'était un de ses enfants qui développait des inclinations violentes, qu'elle s'en était rendue compte trop tard, et qu'elle n'avait pas su comment réagir. Ethan, lui, avança un discours plus tordu. Il laissa entendre qu'il s'était livré à un travail scientifique sur le conditionnement mental, qu'il n'avait jamais eu l'intention de pousser ses enfants à tuer, mais plutôt de tester leurs limites. L'équipe d'enquête pressa Karen de justifier la présence de ces manuels détaillant les étapes d'un meurtre. Elle affirma que ces documents ne lui appartenaient pas, qu'elle ne les avait jamais vus. Pourtant, plusieurs courriels retrouvés sur l'ordinateur familial montraient des échanges entre Ethan et Karen à propos d'un programme d'entraînement intensif, échangeant des conseils sur la résistance physique, la mémorisation de scénarios et la mise à l'épreuve d'Ava et Lucas. Des vidéos internes montraient également Karen enseignant à Ava l'art de la persuasion par le biais d'exemples concrets de manipulation émotionnelle. Pour les enquêteurs, l'implication directe des parents ne faisait plus de doute. Rapidement, tout Bangor parla de cette affaire.
Les journaux télévisés mentionnaient une famille de tueurs et traitaient Ethan et Karen de monstres, imaginant qu'ils auraient pu prendre part physiquement au meurtre. La vérité, qui commençait à se dessiner, était encore plus dérangeante. Selon les bribes d'aveux glanés, ce seraient surtout Lucas et Ava qui, une fois formés, passaient à l'acte, tandis que les parents restaient en retrait, les conseillant dans l'ombre, préparant le matériel, effaçant les traces. La ville entière fut secouée à l'idée que 2 adolescents, conditionnés depuis l'enfance, aient pu exécuter d'une manière aussi planifiée 7 victimes, toutes choisies au hasard, juste pour prouver l'efficacité d'un lavage de cerveau ou d'une éducation criminelle poussée à l'extrême. Dès lors, le procureur annonça qu'il voulait un procès retentissant. Il affirma que de tels actes ne pouvaient rester impunis et qu'il fallait envoyer un signal fort. Toute exploitation psychologique de mineurs à des fins criminelles devait être sanctionnée de la manière la plus sévère. L'affaire attira l'attention de multiples experts psychiatriques, de journalistes d'investigation et même de commentateurs internationaux. On vit défiler des spécialistes sur les plateaux de télévision, débattant de la notion d'emprise parentale, de l'inné et de l'acquis, du libre arbitre de ces 2 adolescents. Certains avançaient que Lucas et Ava demeuraient des victimes d'un endoctrinement familial, tandis que d'autres assuraient qu'ils étaient conscients de leurs actes et qu'ils devaient en assumer pleinement la responsabilité. Le procès s'ouvrit après plusieurs mois d'instruction. L'audience se tint dans la grande salle du tribunal local, bondée. Le chef de la poursuite n'hésita pas à qualifier cette affaire de abomination psychologique, affirmant que les parents avaient méthodiquement et scientifiquement détruit l'enfance de Lucas et d'Eva pour en faire des armes humaines. Il décrivit les meurtres avec précision, soulignant la cruauté et l'absence de compassion dont avaient fait preuve Lucas et Ava. Pour enfoncer le clou, il lut quelques extraits des fameux cahiers trouvés chez les Holloway. Ces passages glaçants montraient un niveau de calcul et de détermination effrayant. Mention du temps nécessaire pour assommer une victime, référence à l'emploi de techniques pour tromper la police, note sur l'impact psychologique de la douleur chez les cibles. La salle fut saisie d'horreur. Du côté de la défense, 2 avocats distincts avaient été nommés, l'un pour Lucas, l'autre pour Ava. Ils plaidèrent l'endoctrinement, la manipulation extrême, le fait que les 2 jeunes n'avaient jamais développé d'identité autonome en dehors du cadre familial. Ils tentèrent de démontrer que Lucas et Ava pouvaient difficilement distinguer le bien du mal, ayant été élevés dans l'optique de considérer le meurtre comme un exercice de contrôle et de pouvoir. L'avocate d'Eva insista sur la fragilité mentale de l'accusée, soulignant qu'elle n'avait que 17 ans et qu'elle vivait dans une atmosphère de peur constante. Son confrère, représentant Lucas, mit l'accent sur la pression psychologique exercée par les parents. Cependant, la partie adverse souligna que, malgré cela, Lucas et Ava paraissaient parfaitement lucides. Ils avaient pris de multiples précautions pour masquer leurs crimes, fuir la police, piéger leurs victimes. Il y avait là un degré de préméditation et de conscience qui plaidait contre toute forme d'irresponsabilité pénale. Pour Ethan et Karen, la procureure fut implacable. Les charges portées contre eux incluaient la complicité d'homicide, l'incitation à la violence, la mise en danger de mineurs et le complot en vue de commettre des actes criminels graves. Les preuves accumulées étaient accablantes. Emails, vidéos d'entraînement, témoignages de Lucas, journaux manuscrits. Karen, dans le box des accusés, tentait de garder une contenance distante. Ethan, lui, conserva son mutisme habituel. Ils semblèrent ne rien regretter, ni se repentir. Seul un court instant d'émotion se perçut lorsqu'un expert psychiatre lut un extrait de journal que Karen tenait depuis la naissance de Lucas. Elle y évoquait la volonté de forger une arme, de élever un enfant libéré de toute faiblesse sentimentale.
Cette lecture provoqua des murmures d'indignation dans la salle. Quelques membres de la communauté locale se mirent à pleurer en imaginant la vie que ces deux enfants avaient pu mener. Plusieurs séances furent consacrées à analyser l'état psychologique des deux jeunes. Un psychiatre missionné par la cour expliqua que Lucas et Ava avaient acquis, sous l'influence de leurs parents, un sentiment de toute-puissance et de détachement affectif. Selon lui, Lucas développait un fonctionnement quasi-sociopathique, ancré dans l'obsession de la performance et du contrôle, tandis qu'Eva jouissait de la souffrance morale d'autrui. Cependant, il reconnut qu'on leur avait inculqué ces comportements de manière systématique depuis la petite enfance, les privant de toute empathie. Pour la défense, c'était la preuve qu'il fallait juger aussi le contexte. On leur avait volé leur libre arbitre. Mais pour le ministère public, le fait qu'ils soient devenus complices volontaires de ces meurtres et qu'ils aient continué à tuer, même après avoir atteint un âge relativement conscient, restait impardonnable. Après plusieurs semaines d'audience, le moment du verdict arriva. Dans un silence pesant, la juge énonça la culpabilité de Lucas et d'Ava Holloway pour 7 meurtres avec préméditation. Elle rappela la gravité de leurs actes, leur froideur et le caractère répétitif des crimes. Le jury, quasiment unanime, recommanda la peine la plus lourde autorisée par la loi de l'État du Maine en ce qui concerne les meurtres multiples. Lucas et Ava furent ainsi condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Quant à Ethan et Karen, reconnus coupables de complot et d'incitation au meurtre, ils écopèrent eux aussi d'une peine de prison à vie. La juge insista sur l'aspect exceptionnel de ce dossier, où l'on avait sciemment transformé des enfants en tueurs. Personne dans la salle ne sembla choqué par la sévérité de la sentence. L'horreur de l'affaire avait déjà amplement préparé les esprits à cette conclusion. À la fin du procès, le système judiciaire qualifia cette affaire comme l'une des plus dérangeantes de l'histoire criminelle locale et même nationale. La famille Holloway ne sortit pas du tribunal, mais fut directement escortée vers les véhicules de transport carcéral, sous les regards médusés et effrayés des journalistes et des témoins présents. Les mois qui suivirent, un intense débat sur la parentalité et la responsabilité légale des parents fit rage dans la presse américaine. Un collectif de soutien aux proches des victimes se créa, tandis que des organisations de protection de l'enfance réclamèrent des lois plus strictes pour surveiller et sanctionner toute forme de maltraitance psychologique au sein des familles. La maison des Holloway, à Bangor, devint tristement célèbre. Certaines personnes se rendaient même devant la grille pour se recueillir ou, par curiosité, macabre, comme si c'était un lieu hanté par l'écho d'actes innommables. Plus tard, les autorités fouillèrent davantage les archives informatiques d'Ethan et Karen, découvrant des correspondances avec d'autres individus à travers le pays, évoquant l'idée d'une éducation alternative visant à former de futurs criminels. Il n'y avait pas de preuves tangibles d'un vaste réseau, mais le soupçon qu'Ethan ait cherché à convaincre d'autres parents d'adopter les mêmes méthodes planait. Des enquêteurs fédéraux se penchèrent donc sur ces indices, mais rien n'indiqua finalement que quiconque d'autre, aux États-Unis, ait été assez fou pour pousser l'endoctrinement aussi loin. Les proches des victimes, quant à eux, restèrent inconsolables. Certains racontèrent les terribles moments où ils avaient compris que leurs êtres aimés ne rentreraient jamais à la maison. Une personne, par exemple, évoqua cette angoisse insupportable qui la rongeait chaque nuit et expliqua que même après le procès, les cauchemars persistaient. Comment imaginer que ces enfants, du moins par l'état civil, aient pu tuer le sien sans même le connaître ni éprouver la moindre culpabilité? La communauté se montra très solidaire envers ces familles. Une cérémonie commémorative fut organisée pour honorer les 7 victimes,
et on y planta 7 arbres dans un parc local, afin de laisser un symbole de vie et d'espoir dans un endroit qui avait connu tant d'horreur. Des psychologues et travailleurs sociaux volontaires prêtèrent main forte pour soutenir moralement ceux qui en avaient le plus besoin. Quant aux Holloway, ils sont tous 4 restés en détention, transférés dans des établissements pénitentiaires différents. Lucas, incarcéré dans une prison à sécurité maximale, refusa au fil des mois la plupart des entretiens et des visites. Ava se montra plus loquace, alimentant quelques curiosités malsaines par ses déclarations, comme si elle cherchait encore à manipuler ou impressionner. Karen et Ethan, quant à eux, contestèrent la sévérité du verdict, arguant qu'ils ne faisaient même pas directement partie des crimes, mais la justice ne leur accorda aucune légitimité. Leur complicité était évidente, et leur rôle crucial dans la genèse du drame. Ainsi, la société donna un coup d'arrêt à l'expérience monstrueuse qu'ils avaient orchestrée. Certains se demandèrent si Lucas et Ava, sans cette éducation délétère, seraient devenus de brillants étudiants, de remarquables citoyens et de bonnes personnes. Personne ne le saura jamais. Cette affaire révéla également des failles dans les institutions. À l'école de Lucas et Ava, on se rendit compte a posteriori que leur comportement atypique aurait dû alerter le personnel enseignant. Mais rien n'avait été fait pour signaler un possible dysfonctionnement familial. Les services de protection de l'enfance ne furent jamais saisis, car Karen et Ethan ne laissaient aucune trace physique de maltraitance. Tout était mental, psychologique. On vit donc émerger un vaste débat sur la nécessité de repérer plus efficacement ces violences insidieuses. Cependant, le cas Holloway restait singulier, tant il dépassait l'entendement et les situations courantes de violence familiale. Malgré tout, on en tira des enseignements, notamment sur la nécessité de formations plus poussées pour les professionnels en contact avec les enfants et sur l'importance d'écouter les signes de déséquilibre ou de conduite inquiétante. Pour la communauté de Bangor, le temps passa et l'on chercha à surmonter le traumatisme. La presse se tourna vers d'autres sujets et le flot d'actualité, inévitablement, s'écoula. Mais le souvenir demeura vif. Même après plusieurs années, ce dossier hante les esprits. Les habitants se rappellent encore la stupéfaction ressentie en apprenant qu'une famille, qu'ils croyaient juste un peu distante, s'était révélée être le cœur d'une telle abomination. On raconta, durant des mois, des histoires sur le possible fantôme de la maison Holloway, sur les ombres que l'on verrait à travers les fenêtres. Certains ne voulaient plus passer par cette rue la nuit. D'autres se contentaient d'expliquer à leurs enfants que le mal peut se cacher n'importe où, parfois dans la maison d'à côté, sans crier gare. L'image d'Ethan et Karen, hiératiques, apprenant à leurs enfants à devenir des prédateurs, glaçait le sang. Au-delà de Bangor, l'affaire eut un impact national. Des reportages firent la une de chaînes d'investigation criminelle. Des documentaires sur la psychologie du crime prirent ce cas comme exemple ultime de manipulation parentale. Des associations militaires pour que soit votée une loi interdisant toute forme d'éducation ou d'expérience qui viserait à annihiler la moralité chez les enfants. Bien que cette loi restât avant tout un symbole, sa proposition traduisait le choc suscité par l'affaire Holloway. Des familles endeuillées par d'autres crimes s'y associèrent, réclamant plus d'accompagnement psychologique pour les mineurs impliqués dans des affaires pénales. Peu à peu, l'affaire s'ancra dans l'imaginaire collectif comme un synonyme de dérive parentale absolue. Quand on se demandait jusqu'où un père et une mère étaient capables d'aller, la réponse se trouvait désormais dans cette histoire, aussi sidérante que tragique. Dans les mois qui suivirent le procès, des médecins s'intéressèrent à Lucas et Eva pour évaluer la possibilité d'un suivi psychiatrique. Certains, avec l'autorisation des autorités pénitentiaires, menèrent quelques séances d'observation. Ils constatèrent que Lucas,
sous des dehors calmes, continuait de justifier la légitimité de ses actes, évoquant le concept d'évolution supérieure, où des êtres entraînés, comme lui, seraient des prédateurs naturels. Ava, en revanche, manifestait une curieuse fascination pour la manipulation mentale, posant 1000 questions aux psychologues, non pour entamer une thérapie, mais pour comprendre comment mieux retourner l'esprit de ses interlocuteurs. Les experts en conclurent que la réhabilitation complète de ces deux jeunes serait probablement impossible. L'emprise de l'enseignement parental avait laissé des marques profondes, a fortiori si l'on considérait l'absence totale de remords qu'ils exprimaient. Sur le plan légal, aucune remise en liberté conditionnelle ne fut accordée ou même envisageable. Les peines prononcées étaient fermes, et le climat social autour de ce dossier ne tolérait aucun allègement. Les familles des victimes se montrèrent soulagées de savoir que ces 4 individus ne pourraient plus nuire à quiconque. Certains proches d'Ethan et Karen, sans être très nombreux, tentèrent de comprendre ce qui avait bien pu motiver leur démarche. Quelques-uns confièrent à la presse que, plus jeunes, Ethan et Karen se passionnaient déjà pour la psychologie comportementale, lisant des ouvrages sur la manipulation et les stratégies d'influence. Personne, cependant, n'aurait jamais pu imaginer qu'ils mettraient en pratique ces théories pour modeler leurs propres enfants en tueurs. Il restait un mystère à ce sujet. La folie pouvait-elle naître du simple désir de prouver quelque chose au monde? Ou existait-il dans leur histoire personnelle un traumatisme qui aurait déclenché cette volonté de rendre leurs enfants inhumains? La question resta sans réponse officielle. Certains avançaient une hypothèse selon laquelle Ethan aurait souffert, dans sa prime jeunesse, de brimades ou de violences parentales, mais rien ne confirma cette piste. Les Holloway emportèrent leurs secrets dans leurs cellules respectives, refusant d'en dire plus. Avec le recul, on peut voir dans cette affaire le triomphe d'un système qui a su, tant bien que mal, arrêter à temps un duo de meurtriers adolescents, en dépit de multiples obstacles. Les détectives avaient presque abandonné la piste d'un groupuscule familial, tant cela semblait invraisemblable. Pourtant, au fil des indices, ils ont remonté la piste et découvert un univers de manipulation soigneusement orchestré. Les victimes, pour la plupart, étaient choisies de façon opportuniste, des individus que Lucas ou Ava croisaient et jugeaient faciles à approcher, tantôt par la ruse, tantôt par la force. Cela soulignait l'horreur absolue. Ces personnes sont mortes simplement pour servir d'exercice dans une expérience insensée. Sans la vigilance de quelques témoins et la détermination de policiers, on peut imaginer que la famille aurait pu continuer encore longtemps à tuer, perfectionnant ses méthodes et couvrant ses traces. Aujourd'hui, la petite ville de Bangor s'est efforcée de tourner la page, même si elle restera à jamais marquée par ce sombre épisode. Les parents du voisinage se montrent plus attentifs aux signaux d'isolement ou de comportements inquiétants chez leurs enfants. Une association locale, créée par un proche d'une des victimes, milite pour la détection précoce de la maltraitance psychologique. D'après certains psychologues, la tragédie aurait eu, malgré elle, un impact positif. Elle a renforcé la sensibilisation autour des violences non physiques infligées aux enfants. Les médias, un temps saturés par des récits morbides, ont fini par se lasser et se détourner de l'affaire, mais dans les archives de la ville et la mémoire collective, l'empreinte des Holloway demeure vivace. Pourtant, au niveau judiciaire, des questions subsistent encore. Quelques voix, infimes, estiment que Lucas et Ava, en tant que victimes d'un système parental tyrannique, auraient dû bénéficier de soins plutôt que d'une peine irrévocable. Ces intervenants soulignent que leur maturité psychique avait été entravée, voire mutilée, par une éducation criminogène sans précédent. Le vaste débat sur la notion de liberté ou de contrainte dans de tels cas ne trouve pas d'issue claire. La réalité est que Lucas et Ava
ont reconnu, sans aucune hésitation, avoir pris goût à tuer, et que leurs aveux glaçants n'ont laissé guère de place à la clémence dans l'esprit du jury. De même, personne ne souhaite réellement les voir relâchés dans la société. La juge, au moment de prononcer la sentence, souligna la répugnance morale et l'extrême dangerosité que représentait un tel conditionnement, au point que la perpétuité fut jugée la seule réponse valable. Après le procès, Bangor continua de vivre, comme toute ville frappée par un crime retentissant qui finit par se fondre dans la routine du quotidien. Les bars et les dîners rouvrirent, les écoles reprirent leur rythme, les gens reprirent le chemin du travail. Toutefois, la façade de la maison des Holloway, désormais vide, resta un point noir dans le paysage. Pendant un temps, elle fut surveillée par la police pour éviter les intrusions. Puis, elle fut mise en vente, mais personne n'en voulut. Le bâtiment fut finalement laissé à l'abandon, quelques adolescents osant parfois s'y aventurer la nuit pour se faire peur. Les voisins, lassés de ces intrusions, réclamèrent à la municipalité de racheter le terrain et de le raser. La question est en suspens. Certains estiment qu'il vaudrait mieux effacer toute trace de cette demeure maudite, tandis que d'autres jugent que la démolir ferait disparaître un témoignage historique de la folie humaine. Ainsi, la maison sinistre persiste, imposant sa silhouette sombre, un peu à l'écart, comme un avertissement tacite. J'ai toujours pensé que cette affaire, malgré son caractère glaçant, soulève nombre de réflexions importantes sur la responsabilité parentale, l'influence de l'éducation sur la formation de la personnalité et la mince frontière entre l'humain et le monstre qu'on peut fabriquer à force de manipulation. Je suis bouleversée par la façon dont tout cela s'est terminé, et par l'ampleur de la tragédie pour les victimes et pour la communauté de Bangor. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et de vous être intéressé aux détails de cette affaire complexe et dérangeante. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que vous trouverez, dans cette affaire, des enseignements et des réflexions à partager autour de vous, même si elle demeure un sombre témoignage de la nature humaine. Je vous invite à explorer d'autres enquêtes tout aussi édifiantes sur cette chaîne, car j'ai encore bien des histoires à vous raconter. N'hésitez pas à parcourir ma sélection de contenus pour approfondir votre connaissance des faits divers ou vous immerger dans d'autres récits. Et si le cœur vous en dit, je vous encourage à poursuivre cette aventure avec moi pour de futures vidéos et futurs dossiers passionnants.